Chers auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse du studio Kalangu de ce soir que je suis ravi de vous présenter. C'est votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage sur les faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et ce soir, les différents points que nos confrères analyseront pour vous, c'est tout d'abord la répartition mardi du fonds d'aide à la presse au titre des années 2021-2022 sur 56 dossiers d'organes de presse privés. 52 ont bénéficié de ce fonds d'aide à la presse qui s'élève à un peu plus de 416 millions de francs CFA. Ensuite, nous parlerons de la célébration de l'édition 2023 de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le mercredi 8 mars dernier sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Enfin, nous terminerons avec les nouvelles mesures à respecter par les agences de pèlerinage dans le cadre de l'organisation du Hajj 2023. Pour commenter et analyser tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir nos confrères Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Gary Amadou, journaliste au quotidien Mouria et La Nation, Aboukiari Arimi, journaliste à la radio alternative de Niamey. À la modération de ce forum de la presse, je suis Michel Deji. Nous débutons ce forum de la presse comme annoncé avec cette répartition du fonds d'aide à la presse au titre des années 2021-2022. Le Conseil supérieur de la communication a animé mardi un point de presse relatif à cette répartition au titre des 2 années 2021 et 2022. Sur 56 dossiers, 52 ont bénéficié de ce fonds d'aide à la presse qui s'élève à un peu plus de 416 millions de francs CFA. Les dossiers ayant bénéficié de ce fonds d'aide à la presse appartiennent à 9 journaux, 11 radios et 4 télévisions. C'est la télévision Gaskia de Zander qui a remporté le plus grand montant, un peu plus de 34 millions de francs CFA, et le Canard en Furie, le plus bas parmi les organes bénéficiaires, 1,1 million de francs CFA. Une répartition faite selon le Conseil supérieur de la communication par ordre de mérite et par catégorie. Maïmouna Diado, quelle analyse vous suscite cette nouvelle répartition du fonds d'aide à la presse qui vient en appui à la presse privée dans le cadre de l'accomplissement de ses missions? Il faut d'abord s'en féliciter que le Conseil supérieur de la communication a pu, en tout cas, siéger par rapport au fonds d'aide à la presse 2021-2022, puisque ça faisait partie aussi des points qu'avait exigé donc, le patronat, si je me rappelle très bien. C'est déjà bon, et je pense que, comme ils l'ont dit, c'est par ordre de mérite. Et comme tu l'as dit, c'est la télévision Gaskia qui remporte en tout cas la plus grande cagnotte, je peux le dire. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que cette fois-ci, ils ont tenu compte peut-être de critères. Le CSC a été quand même sévère. Parce que j'ai vu, il y a une télévision où quand même on l'a cité, en 5e position. Mais qui n'a pas bénéficié. Avec 0 francs. Oui, parce que le CSC a considéré qu'il faut avoir une moyenne de 10 normalement, mais on a repêché jusqu'à 9. Mais si on a repêché jusqu'à 9 et que vous mettez déjà une télévision en 5e position, mais ça ne vaut pas la peine dans ce cas de dévoiler. Parce qu'on peut bel et bien s'arrêter à la 4e place et puis laisser tomber. On considère que la personne n'a pas postulé. Oui, il n'y a personne après les 4. Et moi, c'est vraiment, ça m'a gêné. Ça m'a gêné de savoir qu'on appelle le nom d'un organe
et qu'on dise que c'est 0 francs. Et ce n'est pas intéressant. Oui, mais Gary, on a l'impression que le CSC est rigoureux. C'est ce qu'elle dit. Par exemple, on a eu en tout cas 5 organes de la presse en ce qui concerne la catégorie des télévisions. Il n'y a que 5 télés qui ont postulé, alors qu'on a une douzaine de chaînes privées. Quand on prend les journaux, les radios, c'est pratiquement la même chose. On a l'impression qu'il n'y a qu'en tout cas un nombre très réduit de personnes qui postulent. C'est dû à quoi en fait? Voilà le problème en fait. Vous savez, déjà il y a, sur la forme même, ce que Memouna a dit est très vrai. C'est-à-dire que on publie une liste des bénéficiaires du fonds d'aide à la presse. Ceux qui ont 0 là ne doivent pas apparaître dedans. C'est les bénéficiaires. C'est la liste des bénéficiaires du fonds. Non, les gens qu'ils ont mis n'ont pas 0. Non, attends, il y en a qui ont eu 0. Il y a un journal qui n'a rien eu. 0 point. Donc, donc si la liste des bénéficiaires là, tous ceux qui n'ont pas été admis à bénéficier, vous ne devez pas les mettre sur la liste. Déjà, ça, c'est une première erreur. Deuxième chose, on dit non, voilà, c'est hors de mérite. Mais moi, je m'interroge, l'ordre de mérite sur la base de quoi? Vous savez, on vous demande, il faut fournir des papiers qui prouvent que vos agents sont à la caisse. Les gens se débrouillent pour avoir ce document-là alors que les agents ne sont pas inscrits à la caisse. Aujourd'hui, parmi les organes de presse qui sont là sur la place, là, ils sont peu qui ont leurs agents qui sont immatriculés à la caisse. Moi, c'est pas parce que Arimi est là, à part Alternative, peut-être l'enquêteur, et puis je ne sais pas qui, mais ils ne sont pas nombreux. L'enquêteur qui fait partie des 2 premiers journaux retenus. Mais ils ne sont pas nombreux, vous comprenez? Et donc, à partir de ce moment-là, tout est faux en fait. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a des critères qu'on énumère, il faut amener ça, il faut amener ça, il faut amener ça. Et on les note. Bon, à partir du moment où la base même est faussée, on ne peut pas parler de rigueur. Mais non. Parce que la preuve, c'est que chaque année, ce sont les mêmes qui bénéficient. Et moi, je suis contre le principe. Moi, j'avais dit ça ici sur ce plateau. Je suis contre le principe actuel du fonds d'aide à la presse. Pour moi, à partir du moment où une télévision existe et qu'elle émet, elle a droit au fonds d'aide à la presse. Au niveau de la presse écrite, les organes de presse qui sont réguliers, qui paraissent régulièrement, et là, vous fixez un certain nombre de parutions par an, c'est 52 numéros par semaine, mais vous pouvez considérer que ceux qui sortent 30 numéros par an, on considère qu'ils sont réguliers. Et bien ceux-là, vous leur donnez le fonds d'aide à la presse. Il faut modifier cette loi-là. Pour moi, c'est le combat qu'il faut faire. Il n'est pas normal que des organes, tout simplement sur la base des critères qu'on a énumérés et qui sont partis, n'est-ce pas, je ne sais pas, par des relations, avoir certains documents, ils mettent dans le dossier, on leur donne chaque fois le même fonds d'aide à la presse. Tous les organes de télévision, de radio et de presse écrite qui sont régulièrement en train de travailler, on doit au fonds d'aide à la presse. Donc ils se débrouillent pour produire du contenu. C'est tout ce qui compte. Vraiment, c'est pas la peine de rentrer dans des trucs. Je vous dis, tout est faux. Les gens se débrouillent pour avoir les documents là. Ils se débrouillent. Tout le monde sait. Je vous le dis, c'est le combat que nous devons mener, je vous assure. Il n'y a pas de critères qui tiennent. On sait que cette télévision... La télé émet, tout le monde voit que la télé émet, elle a droit au fonds d'aide à la presse. La radio émet, tout le monde voit que la radio émet, elle a droit au fonds d'aide à la presse. Le journal, il paraît, tout le monde sait que ce journal apparaît, il a droit au fonds d'aide à la presse. Donc il faut modifier cette loi-là. Merci, on vous a bien compris. Gary, est-ce que vous avez cette même manière de voir les choses? Moi, je pense que tant que l'organe postulé, c'est important. Parce que si tu ne postules pas et qu'on ne te donne pas, tu ne vas pas te plaindre. Maintenant, oui, normalement, on doit avoir une fiche que les personnes remplissent, n'est-ce pas? Après contrôle, n'est-ce pas? Le CSC doit aussi vraiment, oui, tout le monde ne doit pas avoir la même chose. Mais des critères prouvés comme le nombre d'employés, comme vraiment le siège, n'est-ce pas? Comme vraiment l'audience doivent vraiment prévaloir. Par exemple, le premier à 34 millions, on vient leur donner 15 millions, tout le monde comprendrait peut-être. Et ça aussi, vraiment, c'est des critères. C'est pourquoi c'est le CSC qui donne, mais le CSC doit avoir normalement un comité, en tout cas une structure indépendante, n'est-ce pas, vraiment constituée de personnes que tout le monde reconnaît. C'est une commission qui avait été mise en place. Oui, et qui a délibéré. Donc c'est le comité qui a travaillé, qui a délibéré et le CSC a validé. Il faut procéder comme le cinéma. C'est-à-dire il y a un guichet au niveau du comment on appelle, au niveau du CSC, n'est-ce pas, auquel les gens vont postuler.
Maintenant, l'ancienneté, l'existence du siège, la joignabilité, l'audience, parce que normalement, ça c'est quelque chose que les télévisions et les radios n'ont pas, mais que le CC doit avoir. Et beaucoup, par exemple, n'auront pas, pour ne pas nommer vraiment celui qui n'a rien reçu. Vraiment, on sait que cette télé, entre nous professionnels, on se connaît, qu'elle aimait et qu'elle est suivie. Sincèrement. Et donc, vraiment. Maintenant, pour les journaux, c'est simple. Si c'est un quotidien, n'est-ce pas? Par exemple, c'est un quotidien qui l'a emporté, j'ai vu, disons, le plus grand machin des journaux. Et on sait que ce journal sort. Pour nous, par exemple, qui sommes dans les groupes de médias et autres, dès que ça sort, nous avons au moins la une. Et donc, on sait qu'il y a un groupe choc qui travaille là-bas tous les jours et qu'il faut vraiment les aider. Mais aussi, vraiment, il faut tenir compte du fait que les gens ont postulé. Tout celui qui a postulé doit avoir quelque chose. Et on doit fixer une limite entre le premier et le dernier. C'est-à-dire le premier ne peut pas avoir 100 millions et le dernier va avoir 1 million. Non, il n'est pas question. Et donc vraiment, c'est de cette manière qu'il faut procéder. Mais moi, ce que je vais remettre en cause, bon, vous allez vous étonner, mais Alternative, par exemple, nous n'avons jamais postulé. Même quand on faisait le journal. On n'a jamais postulé, donc je ne maîtrise pas le mode vraiment, comment faire, Mais, normalement, on doit tenir compte de la régularité. Un journal, vraiment, on se connaît très bien. Sortir un journal façon, c'est compliqué. Un hebdomadaire, il n'y a personne qui va te faire certainement 52 numéros par semaine, par an. Et donc, est-ce qu'il a 30? Est-ce qu'il a 40? Ça, on tient compte. Mais la régularité. Voilà. Maintenant, ce que je veux dénoncer, je ne sais pas si c'est la même chose pour ce fonds-là aussi, pour ce qui vient d'être donné, le fait qu'on m'a dit que c'est le CC qui fait les achats pour les gens. Les dispositions sont toujours en vigueur. C'est grave. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est l'aspect indirect, en fait, à ce niveau. Non, c'est infantiliser les gens. À partir de 2018, en tout cas, le CSC, à travers d'ailleurs la révision de la législation en vigueur. Le CSC a une commission d'achat, un service en fait, d'achat. À ce niveau, on explique que 35%, ce n'est pas son rôle, c'est pas son travail. 35% du montant, il faut le rappeler, est destiné à la formation des journalistes et 65% pour acheter les matériels, en fait. Donc c'est indirect. Moi, à mon avis, c'est un dossier. 25 millions, peut-être, iront. Mais Mouna, il va terminer pour qu'on puisse progresser. Ce que je veux, ce que je souhaiterais, c'est que ces fonds-là, normalement, j'ai fait un dossier, n'est-ce pas? Parce que c'est un projet qu'il faut soumettre, n'est-ce pas? Je veux dire que, bon, pour la formation, on peut dire que on exige que vous envoyez des journalistes en formation pour tel montant, n'est-ce pas? Par exemple, 10%. Achat de matériel, peut-être 50%. N'est-ce pas? Location, machin, peut-être 10%. Ainsi de suite. Et après, c'est à toi de fournir les pièces au contrôle. Mais on ne peut pas t'infantiliser. Toi qui as créé une télévision, que tu as gérée pendant 20 ans, n'est-ce pas? Personne ne sait comment tu te débrouilles pour avoir l'argent. Et parce qu'aujourd'hui, on t'a donné 17 millions, il faut les justifier. Il faut laisser quelqu'un te faire les achats. Moi, j'ai des relations plus que eux. Il faut rappeler les dispositions. Il faut dire donc que cette répartition du fonds d'aide à la presse a été faite sur la base de l'article 8 de la délibération du 31 mai 2019 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution, soit 65% affectés aux équipements et 35% du montant total affecté au renforcement des capacités des journalistes. Donc, il s'agit à ce niveau de la formation. Mais Moungado, comment les promoteurs des organes de presse privés ainsi que les journalistes qui travaillent dans ces organes accueillent cette méthode, on va dire, de les appuyer? Je vais te dire, c'est ça qui décourage un bon nombre de promoteurs. Parce qu'il y a des promoteurs qui postulent seulement pour postuler. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas l'argent directement pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc, côté les journalistes, si ça devrait les réjouir, mais les réjouir comment? Est-ce que ces organes, aujourd'hui, le CSC, qui a demandé d'envoyer les journalistes en formation, est-ce que ce sont réellement tous les journalistes qui auront besoin de cette formation qui seront envoyés là-bas?
C'est ça aussi, il faut se poser la question. Comment est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'aujourd'hui, si une télévision a peut-être 5 journalistes qui ont besoin de formation, est-ce que les 5 journalistes d'une télévision qui a postulé vont bénéficier de cette formation ou pas? Une télévision qui n'a pas postulé, est-ce que les agents auront cette possibilité d'aller en formation? C'est ça aussi qu'il faut se poser la question. Et aujourd'hui, c'est vrai, les journalistes vont se dire que ça ne va pas les arranger parce que eux, ils sont déjà mal payés. Ils ne voient qu'à travers le fonds d'aide à la presse de l'argent qui va tomber et qui pourront peut-être le salaire qui est attendu pendant 3 mois, 4 mois, peut-être pour eux, ça serait un soulagement si on permet d'enlever dans le fonds d'aide à la presse pour pouvoir les payer. Ça aussi, vraiment, il faut qu'on tienne compte de ça. Parce qu'il y a des télévisions qui sont vraiment dans cette précarité. Il y a des télévisions où il y a 6 mois d'arriéré, où la personne peut seulement éponger 1 mois, 2 mois, et les autres continuent. C'est-à-dire que si tu travailles un mois, 2 mois, il te faut le 3e mois pour être payé. Et c'est là où on dit que c'est une situation qui n'arrange pas aussi les journalistes d'un côté, les hommes de médias qui travaillent dedans. Parce que dans toute chose, il faut améliorer les conditions d'abord de travail et les conditions de vie de l'agent qui travaille dans l'organe pour pouvoir produire et pour pouvoir faire de son mieux. Parce que s'il n'y a pas ces agents-là, si ces agents-là ne sont pas dans des conditions, mais il faut regarder l'inexistence dans ce cas de cet organe. C'est ça aussi. Ça veut dire qu'il faut prendre tout cela en compte il faut prendre dans tout cela cette répartition. Merci beaucoup. Vous savez ce que je veux dire, l'histoire enfin, la division du fonds d'aide en une partie matérielle et une partie formation, elle a une histoire, elle a une histoire, une origine. En réalité, elle est née des frustrations des agents qui travaillent dans les organes de presse, qui voient chaque année les patrons prendre le fonds d'aide à la presse, acheter des jardins, acheter des véhicules, se marier, prendre une 3e femme. En fait, c'est ce que les gens disent. Enfin, très souvent, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de preuves. Quand on dit des choses, non, c'est pas qu'il n'y a pas de preuves. Comment les dossiers sont composés, Michel, leur comportement. C'est pas une affaire de il n'y a pas de preuves. L'agent qui travaille dans l'organe, il sait qu'on a eu le fonds d'aide à la presse. Il n'a rien senti, lui. Voilà. Aucun changement. Et donc, il se dit, mais à quoi ça sert? Moi, je serais d'accord sur le principe que Arimi a dit. C'est-à-dire, c'est pas qu'on est contre le principe de l'achat du matériel. Mais au moins, je pense qu'on peut mettre des garde-fous pour empêcher aux patrons d'acheter des jardins, d'acheter des véhicules ou d'épouser des femmes avec l'argent du fonds d'aide à la presse, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exiger, par exemple, des organes à qui ont bénéficié du fonds d'aide à la presse. Parce qu'on dit que, bon, moi, j'ai besoin de 4 caméras. Des caméras de caméras pour voilà. Maintenant ils font des bons de commande, n'est-ce pas? On leur donne les fonds et puis c'est à eux d'acheter. Maintenant le CSC suit et à la réception du matériel le CSC est là. Est-ce que vous comprenez? Donc mais effectivement ce qu'il dit est vrai. Il faut pas on peut pas partir acheter et amener aux organes. Surtout que cette année, même pour le fonds d'aide précédent, il y a eu de sérieux problèmes. Les gens ont dit qu'on a acheté des vieux véhicules, on leur a amené. Les gens ont dit que des motos qu'on leur a amenées, ce sont des motos d'occasion, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas dit au CSC, mais c'est des choses qui se racontent. Il faut que les gens du CSC le sachent. Et donc, il y a une certaine suspicion concernant la qualité du matériel et même le montant du matériel qu'il faudrait, en tout cas, c'est pourquoi je suis aussi d'accord avec la méthode. Il faut responsabiliser les médias, maintenant mettre un processus de suivi. Empêcher aux organes de faire comme Memoun a dit, faire ce qu'il... Ah non, justement, le fond d'aide, c'est pas pour que tu fasses ce que tu veux, c'est pour que tu... Et c'est ce que tu as demandé, on t'a donné, parce que sur la base de ce que tu as posé comme besoin, on t'a donné de l'argent, et bien tu fais ça de cette manière-là. Si tu dis que, voilà, je vais augmenter les salaires de mes agents, il faut que cela se constate. Mais oui, voilà. Mais ça ne se fait pas. C'est donc des recommandations. On va tourner la page puisqu'on a autre chose. Normalement, quand tu dis que tu as besoin d'argent pour payer tes agents, on peut te le donner, mais on suit. Tu amènes les preuves. La gestion des projets, c'est connu de tout le monde, n'est-ce pas? Tu soumets un projet, n'est-ce pas, d'amélioration, vraiment pour... on te donne le fonds pour ça. Voilà, on te donne le fonds pour ça. Et tu justifies au franc près. Maintenant,
je suis aussi d'accord avec les promoteurs qu'il faut des frais administratifs. C'est important. On ne peut pas te donner 100 millions ou même 17 millions ou 34 millions. Tu n'as pas de frais de gestion là-dedans parce que tu as besoin au moins d'un comptable pour faire correctement. Tu as besoin d'un chargé d'achat pour faire correctement le travail. Et donc, dans l'argent qu'on donne, non seulement on doit donner aux promoteurs leur argent, n'est-ce pas? Et maintenant, on doit leur donner des frais pour administrer ce montant-là et on doit être vraiment ferme et exigeant avec eux pour que toutes les pièces soient fournies au CSC à la date indiquée. Voilà, donc c'est la dernière répartition qu'ils ont faite cette année, puisque ce sont des membres sortants du Conseil supérieur de la communication. Il faut donc espérer que vos différentes recommandations soient examinées et prises en compte, puisque vous êtes directement concerné en tant que, naturellement, professionnel exerçant dans ce métier au niveau de la presse privée. Nous passons au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème retenu pour l'édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars dernier. Une journée instituée par l'Assemblée générale des Nations. Une journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies à l'occasion de la décennie de la femme en 1975 pour marquer les marches historiques des femmes organisées en mars 1907 et 1908 pour revendiquer leur droit au suffrage. Maïmoun Diado, comment cette édition 2023 de la Journée internationale de la femme a été célébrée au Niger cette année? Bon, cette année au Niger, on n'a pas trop senti cette célébration du 8 mars. On ne sait pas, peut-être c'est dû à la morosité économique. Parce que même le ministère en charge donc, des questions de femmes, le ministère de la promotion de la femme et la protection de l'enfant, a choisi un cadre restreint. Ça veut dire la salle présidentielle du Palais des Congrès pour pouvoir mener ses activités, où pratiquement c'est vraiment quelque chose qui a été fait de façon symbolique. Il faut rappeler qu'au Niger, officiellement, c'est la journée du 13 mai qui est célébrée avec beaucoup plus d'éclat. Mais là, c'est une journée internationale. C'est une journée internationale. Il faut ne pas dire que le Niger aussi n'a pas célébré. Donc, il faut essayer de célébrer ça, mais d'une manière restreinte. Et le ministère a quand même fait des forats sur le thème et sensibilisé également par les filles de la FADA. Elles ont eu à sensibiliser celles qui étaient là-bas ou ceux qui étaient là-bas par rapport au thème justement. Et le thème vraiment c'est juste pour amener aujourd'hui les femmes à faire le combat sur les réseaux sociaux. Aller vers les réseaux sociaux parce que en fait il suffit pas de connaître le WhatsApp, de connaître Facebook pour dire que non moi je connais déjà manipulé. Il y a aujourd'hui beaucoup des applications qui permettent aux banques, êtes à la maison, vous gérez. Voilà, qui permettent aujourd'hui même avec les violences que subissent les femmes, c'est en tout cas accessible aujourd'hui. Oui, c'est accessible aujourd'hui. En tout cas, si la femme, elle est accessible, elle peut toutefois dénoncer, envoyer donc des SMS, envoyer des trucs d'alerte à travers le portable. C'est plus rapide. Donc, c'est juste qu'on veut initier les femmes à faire la lutte aujourd'hui, à mettre en valeur ces éthiques pour pouvoir aller de l'avant. Et je pense que c'est bien réfléchi, en tout cas. Et maintenant, il faut que le ministère de la promotion de la femme s'attelle à instruire ces éthiques-là, les moyens de communication-là, à la jeune génération, puisque aujourd'hui, on a des jeunes générations qui seront demain des leaders. Et on a déjà commencé à faire d'être des leaders. Donc, ce sont ces jeunes filles aujourd'hui qui peuvent promouvoir en tout cas ces réseaux sociaux en bénéfice de la femme. Gary Amadou, comment y arriver? Il y a un vaste programme qu'on appelle le programme Village Intelligent où on a des centres numériques, mais comment accélérer en fait ce processus? Qu'est-ce qu'on fait pour que la femme rurale puisse avoir accès, par exemple, au téléphone, au smartphone?
qu'est-ce qu'on fait pour que la femme du village... Parce que vous savez, ce sont ces femmes-là qui souffrent. On fait la journée de la femme, n'est-ce pas? On vient en ville, la salle de la présidentielle du palais, le congrès, on fait une réunion, on fait un truc, oui, voilà. Il y a des champs, je crois, et tout. Pendant que la femme rurale est là-bas en train vraiment de prendre, de chercher du bois, d'aller au puits prendre de l'eau. Il faut... C'est-à-dire, quand est-ce que la journée de la femme va être consacrée à cette femme rurale-là qui souffre? Nos grands-mères-là, qui sont au village-là, qui souffrent, qui triment pour chercher le bois, pour chercher l'eau, n'est-ce pas? Qui labourent les champs. Moi, je vais vous raconter une anecdote. L'année passée, j'étais en déplacement à l'intérieur du pays, et puis je vois dans un champ des femmes en train de labourer le champ. J'ai demandé, mais où sont les hommes? Je me suis arrêté, j'ai dit, on a arrêté le véhicule, j'ai donné un petit quelque chose à ces femmes-là. Mais ce n'est pas grand-chose. Mais pour ces femmes-là, je me suis rendu compte que cette petite chose-là que je leur ai donnée là, mais c'est autre chose. Si vous voyez le sourire, la joie que ça a amené sur leur visage, c'est-à-dire que vous comprenez que les femmes du village souffrent. Les femmes des villes sont là dans les bureaux, n'est-ce pas? Elles sont là sur les plateaux de télévision. Elles sont là sur les plateaux de télévision et tout. Elles sont dans les bureaux. Non, c'est vrai. Mais enfin, la femme du village là, pensez à elle. Vous parlez de digitalisation. Qu'est-ce que vous faites pour que ces femmes rurales, même si elles n'ont pas été à l'école, qu'elles puissent avoir des moyens de communication digitale? Qu'est-ce que vous faites? Le village intelligent, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on fait pour les femmes rurales? Ou bien elles, on considère que non, elles doivent continuer à trimer, n'est-ce pas? La célébration, c'est pour les femmes des villes, n'est-ce pas? Et puis, voilà, les avantages de la célébration, toutes les promotions qu'on fait pour que les femmes s'épanouissent, c'est pour les femmes des villes, pas pour les femmes du village. Vraiment, il faut qu'on pense à ça. Moi, j'aurais voulu que cette célébration-là, que par exemple, la délégation ministérielle puisse se transporter dans un village. Ce n'est pas la peine de faire des célébrations en ville. Transportez-vous dans un village, même si c'est à 50 km de Niamey. Partez dans un village, n'est-ce pas? Dans une localité, un village où il n'y a même pas le courant. Et il faut rappeler vraiment, que il faut que ça change. La journée du 8 mars est traditionnellement une occasion pour les organisations de défense des droits des femmes de plaider afin que les femmes ne soient pas discriminées dans la jouissance de leurs droits. Il y a justement la question du droit à l'éducation, puisque la digitalisation, c'est un aspect qui est arrivé dans le thème de cette année, mais en réalité, les femmes ont, selon en tout cas la Convention relative à leurs droits, l'ensemble des droits dont les hommes peuvent se prévaloir également. C'est donc l'occasion de rappeler les dispositions prévues dans les textes internationaux et nationaux en faveur des droits des femmes, tels que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1979, qui dispose à son article 2 que les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes. Arimia Bokiari, quelle est la situation actuelle de la femme nigérienne et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire urgemment pour améliorer son image? En fait, moi, j'étais très d'accord avec Garé. Vraiment, cette histoire de digital, smartphone, Internet, c'est-à-dire on lâche l'écrasante majorité des femmes vraiment en bas du palier. C'est vrai, la digitalisation, voilà. C'est déjà maintenant, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est une bonne chose. Mais seulement les problèmes de cette femme-là, rurale, vraiment, c'est loin de cet aspect. Oui, c'est pas demain le jour où elle va manipuler le smartphone pour faire une alerte ou tout ça. Ça, c'est un problème. Maintenant, son problème, il reste entier et c'est toujours la même chose. C'est quoi? Elle est submergée par le travail. Elle doit se réveiller à 4 heures du matin, elle doit préparer le petit déjeuner, elle doit aller au puits, elle doit balayer la maison, elle doit préparer le repas, amener au champ, labourer elle-même, revenir avec du bois. On dit c'est 14 heures de travail par jour pour la femme rurale et je pense que ça n'a pas diminué. C'est ça. Voilà. Ça, c'est vraiment ça, il faut régler ça. Ok. Maintenant, pour ce qui est de l'évolution de la situation de la femme, la conscientisation, la sensibilisation, moi je pense qu'on a fait un large pas en avant. N'est-ce pas? Les Maïmouna, aujourd'hui, vraiment, elles ne sont pas parmi celles-là qui sont
de grosses difficultés parce que nous sommes nombreux, les femmes, n'est-ce pas, les hommes qui sont aujourd'hui quand même des féministes affichés et qui ne sont pas prêts à tolérer que quelqu'un piétine les droits de la femme là où nous sommes. Elles sont en ville, nous sommes en ville, et je crois que ça se voit aujourd'hui. La dernière fois, mon attention a été attirée suite à un conseil de ministres, quand j'ai entendu la liste de nominations, notamment c'est des cadres de finances, des inspectrices des finances, je crois. Je parle comme ça parce que je crois que 80 sur 100, je n'ai pas compté, mais mon attention a été, c'est des femmes qui ont été nommées. Et ça, vraiment, c'est un pas qui a été. Il faut préciser qu'il y a un quota qui l'exige d'ailleurs. Actuellement, le quota en vigueur, c'est 30% pour les postes nominatifs et 25% pour les postes électifs. C'était beaucoup plus. Et ça se constate aussi au niveau des forces de défense et de sécurité. Malheureusement, c'est un monde qui reste malgré tout bien fermé. Mais on voit à la télévision, on voit au cours des rencontres publiques qu'il y a de plus en plus de femmes gradées. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on a des progrès qui sont enregistrés, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation? Il faut tenir le cap parce qu'il y en a pour des raisons qui ne tiennent pas, n'est-ce pas, qui ne sont pas pour la promotion de la femme. Donc, et ça, il faut vraiment... Ça veut dire qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles à notre sein, au sein de la société, n'est-ce pas, qu'il faut, avec beaucoup de tact, n'est-ce pas, écarté pour que la femme puisse poursuivre, parce que aujourd'hui je crois que les gens sont de plus en plus convaincus que la femme travaille, n'est-ce pas, dans le secteur privé, qu'elle fasse du commerce, machin. C'est un plus pour notre société. Aujourd'hui, des femmes de plus en plus autonomes, n'est-ce pas, et les maris sont conscients aujourd'hui que la femme qui travaille quand même est un gain, contribue largement au développement de la famille et de la société. Une famille a intérêt que la femme, en tout cas, soit instruite. Par exemple, s'il faut gérer les enfants, les ordonnances, l'instruction, ça compte. Les charges, la cherté de la vie, il faut écrire le montant, il faut écrire un seul salaire, c'est pas évident. Merci. Vraiment. Nous allons terminer avec de la religion, et c'est pour parler des préparatifs du Hajj 2023. Le Hajj 2023, c'est donc ce 5e pilier de l'islam qui va se passer cette année pendant la dernière décade du mois de juin. Et il faut rappeler que dans le cadre des préparatifs de ce Hajj, le gouvernement a récemment adopté en Conseil des ministres le projet de décret modifiant et complétant le décret de mai 2023 fixant les conditions d'organisation du Hajj et de la Umrah au lieu saint de l'islam. Selon le gouvernement, cette modification a pour objectif de mettre ce texte en adéquation avec les mesures organisationnelles prises par les autorités saoudiennes en charge du Hajj et de la Umrah et d'introduire les nouvelles réformes intervenues au Niger dans le secteur du Hajj. Maïmoun Diado, quelles sont les nouvelles mesures que ces agences sont appelées à respecter dans le cadre de l'organisation du prochain Hajj? Les nouvelles mesures, c'est ce qui est en train d'être critiqué surtout. C'est la caution. Qui est de 200 millions de francs CFA. 200 millions de francs CFA. Et je ne pense pas aujourd'hui que beaucoup d'agences, en tout cas de pèlerinage, puissent avoir les 200 millions de francs CFA pour déposer comme caution. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, ce n'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui peut motiver cela? Mais c'est pour régulariser. S'il faut, moi, je pense que c'est pour régulariser certaines agences qui disent exister et qui ne sont pas conformes. En tout cas, parce qu'il y a des agences qui sont bel et bien des agences et il y a des agences qui ne sont pas des agences. Il y a des agences qui ne font que arnaquer ces pèlerins qui veulent aller au lieu saint. Il est demandé d'ailleurs d'établir les listes des pèlerins, les envoyer pour que le gouvernement puisse savoir à travers notamment le Coran. En 2022, on s'est confronté. Il y a des pèlerins qui ont payé, mais qui n'ont pas pu aller et qui ne savent même pas leur situation. Ils ne savent même pas s'ils ont été inscrits ou pas et qui ont attendu des heures et des heures, finalement des semaines même, avant de retourner à la maison bredue.
Donc je me dis que si c'est pour régulariser, la conformité de ces agences, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. C'est salutaire. On peut estimer. Mais aujourd'hui, les mesures aussi, c'est les mesures sanitaires. C'est les mesures sanitaires. Il faut que les pèlerins soient conformes aux mesures sanitaires définies par, en tout cas, l'Arabie Saoudite. Cette histoire de Covid-19, où il faut la vaccination. On dit bien de faire la vaccination, c'est ça, non? Mais la vaccination, c'est simple. Le vaccin est disponible gratuit. Ça veut dire plus tard, il faut revoir cela. Les autorités doivent accepter qu'on visite les terres saintes de l'islam sans vaccination. Merci, on vous a bien compris. Il faut rappeler par ailleurs qu'à travers un arrêté en date du 8 mars, le ministre du Commerce a par ailleurs annoncé que le prix de ce Hajj pour l'année 2023 au Niger, tout service compris, est fixé à 3 603 840 francs CFA. 3 603 840 francs CFA. L'article 2 du même arrêté précise qu'il s'agit d'un prix plafond. Rappelons que ce prix était de 3,2 millions en 2022 et de 2,3 millions en 2019. C'était donc avant la pandémie de Covid-19. Gary Amadou, quelle analyse vous suscitent ces différents chiffres par rapport au prix du Hajj? Oui, d'abord, je constate que le prix ne fait qu'augmenter. C'est vrai que quand on compare avec les prix dans certains pays de la sous-région avec lesquels on a les mêmes réalités, on peut considérer que pour le Niger, ce n'est pas encore, parce qu'il y a des pays 4 millions, voilà, donc comme l'exemple du Mali. On n'a pas le plus grand prix en fait. Mais qu'à cela oui, on n'a pas le plus grand, mais qu'à cela ne tienne. Parce que dans l'arrêté du ministre, il est dit tout service compris. Bien sûr. Et c'est là que j'aimerais comprendre. Tout service compris, est-ce que la restauration fait partie? Pourquoi je pose cette question? La restauration fait partie. Ah oui, mais le problème, c'est ça le problème. Transport. Voilà le problème. Le problème, c'est que les agences de voyage là, elles amènent les pèlerins, elles les abandonnent. Il est même dit que les frais doivent être envoyés au Coro, ils ne vont pas garder l'argent. Voilà le problème. L'argent que les agences gardent, en fait, c'est l'argent de l'encadrement. En fait. Très bien. Les formations. Ça c'est très bien. Voilà. Parce que par le passé, qu'est-ce qu'on a constaté? Les gens payent pour tous les services, mais les agences, dès qu'elles les amènent au niveau de l'ISN de l'islam, les agences, elles disparaissent. Et les gens sont obligés de s'alimenter avec leur propre argent. Vous êtes obligé, si vous avez une personne qui est là-bas, de lui faire un envoi pour qu'elle puisse manger, alors qu'elle a payé tout. Est-ce que vous comprenez? Donc on retombe maintenant dans les travers de cette affaire de Hajj, où il y a une ribandelle d'agences d'escrocs, n'est-ce pas, qui s'adonnent, parce que maintenant c'est devenu facile. Mais Michel, si tu es sérieux, tu vas à la banque sait que tu es crédible, elle te donne 200 millions. Tu vas, tu déposes, n'est-ce pas? Mais les gens qui concoctent les agences là juste sur le papier, il y a même pas. On trouve juste une bicoque, n'est-ce pas? On met, voilà, agence quelque chose, je ne vais pas citer le nom pour que les gens ne disent pas que je les ai indexés. Agence elle quelque chose, et puis on met, il y a juste une table dedans avec quelqu'un qui est là. On dit non, si tu amènes 10 pèlerins, on te donne un billet. C'est ça le truc pour un métier. On ramasse de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Et on amène des pèlerins, d'autres n'arrivent pas à partir. Et qu'est-ce qu'on fait? L'année qui vient, au lieu que ceux qui ne sont pas partis, qu'on puisse les prioriser, non, il y a encore une autre mafia que les agences font pour faire partir d'autres et qui ne partent pas. C'est pourquoi l'État a dit cette année-là, ceux qui ne sont pas partis l'année dernière, là, ils sont prioritaires. Ça, il faut que les agences le sachent. Ceux qui ne sont pas partis l'année dernière, là, qui ont raté le Hajj, ils sont prioritaires. Ils ne sont pas si nombreux, mais il faut qu'on les priorise. Deuxième chose, j'ai dit bien, il y a des agences qui ne sont pas sérieuses. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, on a compris que le meilleur moyen pour se faire de l'argent, c'est de créer une agence de voyage. Quelqu'un a dit, non, tu sais, les agences de voyage, ce n'est pas pour le paradis qu'ils font ça, c'est pour l'argent. J'ai dit, ah, subhanallah. J'ai dit, ah bon? Il dit, non. Il dit, les gens, ils ont compris que, oui, c'est le meilleur moyen pour avoir de l'argent. Oui. C'est du business. C'est du business. Il n'y a rien de religieux dedans. Merci et il y a beaucoup d'escrocs dedans. Merci et donc, beaucoup. Il appartient à l'État de mettre de l'ordre. Il faut rappeler que l'année passée, le nombre de pèlerins, c'était un peu plus de 7000. Cette année, le nombre de pèlerins va beaucoup augmenter parce que l'Arabie Saoudite, qui n'a accueilli que moins d'1 million de pèlerins, l'année passée, après les difficultés liées à la pandémie de Covid-19, a essayé de revoir un peu l'accueil des pèlerins. Un quota d'un peu plus de 15 000 pèlerins. Alors que l'année passée, c'était obtenu. L'année passée, c'était
7000 en 7000, ah oui. Okay, il faut dire que récemment, d'ailleurs, il y a eu une rencontre avec le Premier ministre. On a l'impression donc que le gouvernement veut suivre de près tout ce qui est en train de se passer autour des préparatifs de ce Hajj. Abou-Kyari, Arimi, quelles sont les vraies attentes aujourd'hui en ce qui concerne l'organisation de ce pèlerinage? Il y a d'abord cette question de caution. Moi, je pense que c'est bon parce que c'est une sorte d'assurance pour les pèlerins. C'est-à-dire, moi, je suis agence. Si je peux mobiliser 30 migrants, je dis migrants, pèlerins, n'est-ce pas? Vous travaillez dans le domaine de la migration aussi. Si je peux mobiliser 30 pèlerins, ok, c'est comme le NIF, je veux dire. C'est-à-dire, il y a le NIF F, P, S et autres, n'est-ce pas? Donc, celui qui a le NIF ne peut pas postuler à un marché de plus de 50 millions, par exemple. Ok, c'est lui qui aura le numéro, par exemple. Il faut catégoriser, je veux dire, les agences. Ils connaissent, parce que sinon, si on met 200 millions, on s'arrête. Pour tout le monde ne peut pas mobiliser. Tu ne peux même pas avoir de garantie que tu vas amener à la banque pour avoir 200 millions de garantie. Donc, ce qu'ils peuvent faire, vraiment, c'est dire que, ok, si tu penses que tu peux amener 100, tu peux déposer 50 millions. Si tu peux amener 200, eh bien, tu dois déposer les 200 millions. Ok, donc je crois que c'est de cette manière qu'ils peuvent procéder pour ne pas léser les plus pauvres, n'est-ce pas, qui peuvent être parmi les plus sérieux aussi. Donc, les petites agences, voilà, entre guillemets, on peut dire. Voilà. On va terminer les autres attentes rapidement, puisque l'année passée, les autres attentes, il y a eu la des restauration. Par rapport même au départ. C'est la restauration. On parle de regroupement d'agences. Moi, je pense que quel que soit le regroupement, je pense qu'on peut procéder de cette manière. La restauration. Je pense que c'est essentiel parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de sérénité quand on part faire le pèlerinage. Donc, pour vraiment, voilà, ça coûte cher. Et donc, si l'État s'implique, il y a longtemps, nos parents qui ont été, ils sont allés du temps où c'est organisé par l'État et n'ont jamais eu de problème pour manger. Donc, si l'État, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où même quand c'est fait par l'État, on peut s'être confronté encore à des problèmes de ce genre. L'essentiel, c'est que vraiment, les 3 repas quotidiens soient garantis vraiment à ces pèlerins. Maintenant, celui qui ne peut pas manger pour des raisons, mais il faut vraiment amener avec des diététiciens et tous des gens qui vont veiller à ce que ça se passe dans les meilleures conditions. Et il faut qu'ils dorment bien aussi. Donc, parce qu'il faut dormir tôt et se réveiller tôt, puisqu'il faut faire, il y a des moments de prière que le pèlerin ne doit pas rater, qu'on connaît. Voilà. Et donc, c'est des choses qu'il faut faire. Moi, je pense que vraiment, ils doivent créer les conditions pour que le pèlerinage à partir du Niger soit le meilleur, que ça soit un exemple comme de par le passé. Des gens du Nigeria venaient partir du Niger, des gens de la Côte d'Ivoire venaient partir du Niger. Aujourd'hui, les Nigériens qui veulent partir. Maintenant, pour le prix, je pense que on n'a pas les prix les plus élevés. Bien sûr. Étant donné qu'on n'a pas d'avion, et c'est l'outil le principal vraiment matériel pour y aller. Oui, c'est vrai que les prix, ça dépend partiellement du transport, de l'hébergement. Voilà, de l'hébergement. Et il y a des frais de prestation qui dépendent de l'Arabie Saoudite. Puisque à travers le pèlerinage, le royaume essaye d'avoir un peu de sous ça, également. Je crois que vraiment... Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse de ce soir. Nous disons merci à nos 3 invités, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Gary Amadou, journaliste au quotidien Mouria et La Nation, et Arimi Abou-Kyari, journaliste à la radio alternative de Niamey. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Nous avons été assistés par une équipe technique composée de Amina Hassan et Seyni Isaka. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.